le cycle produit, le cycle des produits et le SEO. Alors, de quoi on parle? Eh bien, c'est simple. Euh, un site marchand dispose d'un catalogue de produits et chaque produit dans ce catalogue a une vie. C'est-à-dire qu'il entre dans le catalogue, il est disponible ou non, et il finit un jour par sortir du catalogue parce que c'est un produit qui est définitivement épuisé ou qui n'est plus proposé à la vente. Eh bien, ça veut dire que forcément, la liste des pages d'un site marchand connaît de profondes évolutions et qu'il faut savoir du coup comment gérer cette apparition et disparition successive de pages, ces problématiques de disponibilité correctement pour le SEO. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie des préoccupations de la plupart des webmasters de sites marchands. Et ce que l'on relève, c'est une très grande diversité dans la manière de gérer tout ça, avec parfois des gens qui font des choses extrêmement compliquées, sans que ça soit forcément quelque chose de forcément efficace. Et donc là, l'idée, dans le cadre de cette mini-conférence, c'est de vous donner, de vous rappeler les bonnes pratiques et ce qui relève des meilleures solutions pour gérer tout ça. Alors déjà, on va commencer par rappeler que Google, depuis très très longtemps, a donné des recommandations pour expliquer ce qu'il fallait faire. La conférence, cette explication a été donnée par Matt Cutts en 2014, mais en 2021, c'est il y a 7 ans. Donc dans une vidéo très courte, dans laquelle il a donné des recommandations très simples à suivre et qui relèvent du bon sens et qui résument absolument ce qu'il faut faire. Alors pour ceux qui... la vidéo est en anglais, vous pouvez mettre en route le sous-titrage sur YouTube si vous voulez mieux la comprendre. Mais si vous ne parlez pas anglais, voilà en résumé ce que dit Matt Cutts dans cette vidéo. Alors, si vous avez un site de petite taille, ça veut dire que votre catalogue de produits est restreint, que vous savez exactement ce qu'il advient de chacun des produits. Et ça veut dire qu'on peut arriver à faire des choses assez intelligentes dans ce genre de cas. Donc, par exemple, ça veut dire que si un produit disparaît, vous allez savoir quel est le produit équivalent qui peut être proposé, ou un produit proche. Donc, ça permet de faire des redirections one-to-one. Ça veut dire aussi que vous allez être en mesure de proposer manuellement ou automatiquement des produits connexes sur des produits en rupture de stock. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire quelque chose de simple et de pertinent. Par contre, dès que vous allez avoir des sites de taille moyenne ou de taille importante, cette gestion manuelle de ce qu'il faut faire de plus pertinent n'est plus possible. Donc là, ça veut dire que dans beaucoup de cas, vous ne saurez pas mettre en place une redirection vers un produit équivalent. Vous ne saurez pas remplacer un produit par autre chose. Et ça veut dire que vous allez être obligé de renvoyer, dans pas mal de cas, une page 404 si votre produit est en rupture de stock. Alors, si cette rupture de stock est définitive, c'est différent, il faut renvoyer une 404. Si par contre c'est temporaire, c'est clair qu'il faut être en mesure de garder la page en ligne et de communiquer sur la date prévue de son retour dans le catalogue. Et ce que proposait Matt Cutts, c'est pour les sites de grande taille, d'utiliser la balise Meta Unavailable After pour automatiser la disparition de pages de produits non disponibles qui sortent du catalogue
à une date prévue lorsque le produit va être en rupture de stock ou lorsque le produit sort du catalogue. Donc ça, c'est des recommandations très simples qui sont effectivement importantes à étudier. Alors déjà, Matt Cutts parle de la balise Unavailable After, qui est effectivement souvent peu connue et peu utilisée. Donc c'est un attribut de la balise MetaName Robots qui permet d'indiquer aux bots des moteurs de recherche qu'à partir d'une certaine date et heure, eh bien, la page ne sera plus disponible, ou que le contenu ne sera plus disponible. L'objectif, c'est de dire qu'il faut faire disparaître la page de l'index à une date, à une heure prévue à l'avance. Alors ça, évidemment, ça veut dire que ça n'est pertinent d'utiliser Unavailable After que si vous savez qu'un produit va sortir du catalogue ou si vous pouvez prédire à quel moment vous allez avoir un problème de disponibilité. Le cas d'utilisation typique, c'est lorsque vous savez à quel moment vous allez basculer du catalogue printemps-hiver à automne-été. Ça, si vous avez ce genre de modification, vous savez prédire à quelle date la bascule va avoir lieu et donc à quelle date c'est complètement mauvais pour l'expérience utilisateur de permettre à des pages qui ont disparu de votre catalogue d'être indexées. Et si vous ne savez pas exactement comment renvoyer l'internaute vers une autre version équivalente, eh bien, ça peut être une solution très efficace. Je rappelle que Matt Cutts ne propose que pour des sites de très grande taille, pour lesquels il faut faire des choses en masse, sans qu'on puisse y consacrer suffisamment de soins et de travail pour savoir exactement comment gérer les contenus. Alors, si vous voulez, à partir de ces recommandations-là, avoir des recommandations plus génériques, en fait, l'important, c'est de comprendre comment on peut passer d'une solution idéale à une solution un petit peu plus dégradée, mais qui est obligatoire à partir du moment où vous n'avez pas les moyens de faire mieux. Donc, le cas dans lequel vous pouvez utiliser la solution idéale, c'est si vous êtes capable, lorsqu'un produit disparaît du catalogue, de faire une redirection one-to-one vers le produit équivalent qui vient de remplacer le produit qui est sorti du catalogue. Voilà, donc ça, c'est la situation idéale. C'est toujours ce qu'il faut faire. Donc, dans ce cas-là, le produit qui vient de disparaître, parce qu'il n'est plus disponible, parce que les stocks sont épuisés et qu'ils ne seront pas renouvelés, eh bien, cela veut dire que vous pourrez faire une redirection 301 vers la page produit équivalente. Ça, c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, vous n'allez pas être en mesure de savoir vers quel produit en particulier renvoyer l'internaute lorsqu'il va appeler une URL d'une page de produit qui en réalité n'est plus disponible et sortie du catalogue. Dans ce cas-là, la solution la plus fréquente, c'est de mettre en place une redirection vers l'URL de la catégorie finale ou la page de catégorie filtrée qui est la plus proche. Alors ça, c'est très bien. Ce n'est pas idéal parce que si vous êtes obligé de le faire de manière systématique sur tous les produits d'une catégorie, vous allez déclencher la création de ce que Google appelle une soft 404. On reviendra dans une seconde sur ce problème-là, qu'il faut bien comprendre. Là, la difficulté, c'est d'être en mesure de proposer une expérience utilisateur qui soit correcte. Donc, ça passe par la création d'une page Smart 404. Et ce type de page, c'est quelque chose qu'on va décrire sur le slide d'après. Et par contre, si vous n'êtes pas en mesure de savoir vers où vous rediriger, la chose à ne pas faire, c'est la redirection vers la home. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas
à envoyer une page avec un code 404. C'est absolument néfaste de systématiquement renvoyer vers la page d'accueil. Alors pourquoi? C'est parce qu'à nouveau, on a ce problème des soft 404. Alors d'où ça vient? Eh bien, Google considère qu'à partir du moment où son bot est renvoyé lorsqu'il passe sur le site vers une autre page de manière systématique et que ça ressemble à un comportement qui devrait renvoyer une 404, eh bien Google dit, OK, si j'ai l'impression que ce comportement correspond à une page qui a disparu, un contenu qui a disparu, et donc, en fait, j'aurais dû recevoir plutôt un code 404 que cette redirection, eh bien, il va assimiler cette situation à une 404. Alors ça, ça veut dire que on a un comportement derrière qui correspond à ce qui se passe lorsque Google, en crawlant, tombe sur une 404. Et je rappelle que ce comportement, c'est que le contenu de la page 404 n'est jamais pris en compte dans l'indexation. Et donc là, le risque, c'est que la multiplication de ces erreurs virtuelles de type 404, que sont les soft 404, conduisent à tuer le référencement, non seulement de la page qui a disparu, qui est redirigée, bon, ça évidemment on s'en fiche, mais aussi de la page de destination. Donc c'est un peu ça l'impact. Quand vous avez beaucoup de soft 404, ça tue les chances des pages vers lesquelles vous redirigez de se positionner correctement. Donc, ce n'est quand même pas du tout un problème anodin. Et cela apparaît non pas sur quelques redirections, mais lorsque vous avez donc un bon paquet de pages qui sont redirigées systématiquement dans ces conditions-là. Donc là, c'est une pratique fréquente de voir donc les pages produits qui sortent du catalogue, de voir leurs URL être redirigées vers la page catégorie parente. Sachez que quand c'est fait systématiquement, eh bien, vous avez quelque chose qui, à la fin, va produire des problèmes de référencement. Alors, on a parlé aussi tout à l'heure de la possibilité de faire des Smart 404. Alors, si jamais votre page a disparu, votre produit est sorti du catalogue, le stock est épuisé, il ne sera jamais renouvelé, eh bien, on a vu dans certains cas, l'une des solutions, c'est carrément de renvoyer une page 404. Mais si vous voulez que cette page soit malgré tout une page qui convertisse, eh bien, vous pouvez lui donner un contenu. Et le contenu le plus intéressant, c'est des produits qui sont similaires aux produits qui correspondaient aux produits demandés par l'internaute et qu'il avait trouvé par une recherche sur Google. Alors, ce contenu ne sera pas du tout crawlé indexé si le code renvoyé par la page est 404. Donc là, on parle vraiment de contenus qui sont faits pour l'utilisateur. Voilà, alors, pensez aussi à une chose, c'est que pour que vous soyez en mesure de fabriquer des pages de ce type-là, qui présentent les bons produits associés à un produit qui a disparu, eh bien, il faut être en mesure, par rapport à l'URL de cette page produit, de continuer à disposer des informations sur l'environnement de ce produit. Dans quelle page catégorie il apparaissait? Est-ce que on a effectivement des informations sur les caractéristiques de ce produit? Si le produit a disparu de la base de données, c'est un petit peu difficile de s'appuyer sur les informations de ce produit qui a disparu pour fabriquer des listes de produits similaires, de produits associés. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire ce genre de page, il faut penser, lorsque le produit disparaît, à stocker dans votre base de données toutes les caractéristiques utiles pour fabriquer la page de produits associés. On ne le fait pas toujours, et donc du coup, ça empêche considérablement de créer des pages pertinentes de ce type-là. Alors, j'en profite pour répondre à quelques objections qu'on fourbit généralement chez les sites marchands
par rapport à ce genre de proposition, notamment le fait de faire plutôt des pages qui répondent 404 que des redirections systématiques. Est-ce que trop de 404 ne va pas tuer mon SEO? Eh bien, alors attention, déjà, il faut séparer le problème de pages qui renvoient 404 et dont les liens sont présentés sur les pages du site, et de URL qui répondent 404 quand on les appelle sans que ces liens, les liens correspondants, figurent sur les pages du site. Dans le premier cas, on appelle ça des 404 internes, et dans le deuxième cas, des 404 externes. Donc, si vous avez des liens brisés qui apparaissent sur les pages de l'arborescence de votre site, eh bien, c'est quelque chose qui est forcément problématique. Donc là, on ne parle pas de ça. Dans la plupart des cas, ce qui va se produire, c'est que Google connaît l'URL d'un produit qui est sorti du catalogue, qui n'existe plus et qui renvoie d'un seul coup une 404. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a absolument pas d'impact, y compris si on a affaire à des quantités de 404 importantes. Si c'est justifié, il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que beaucoup de 404 ont une influence sur le budget de crawl? Donc là, c'est un faux problème. Je pourrais expliquer pourquoi si vous me posez la question. Est-ce que trop de 404 envoie un mauvais signal? Lorsque c'est des 404 externes, ça ne pose aucun problème. Attention quand même à gérer des exceptions, parce que parfois, les pages que vous voyez disparaître ont reçu des backlinks. Donc là, il faut savoir les détecter, et donc c'est un petit peu l'exception à la règle. Dans ces cas-là, il faut quand même penser à rediriger ces quelques URL qui recevaient des backlinks. Sur les gros sites, la recommandation générale qui est de dire, si on ne sait pas trop quoi faire, on fait des 404. Par contre, ça veut dire que là, sur les quelques pourcents de pages qui reçoivent des backlinks, eh bien, on va pouvoir à la main réfléchir à comment traiter ces cas et arriver à les rediriger pour éviter de perdre les backlinks qui ont été obtenus sur certaines pages produits et certaines pages listing. Par contre, si ces pages avaient un fort trafic SEO et que vous n'avez plus de produits correspondants, eh bien, ça veut dire que vous avez un problème de merchandising qu'il faut résoudre d'urgence. Mais ce n'est pas vraiment un problème SEO parce que vous n'arriverez pas à trouver une solution idéale pour garder le SEO si vous n'avez plus de produits, de famille de produits correspondant à ce genre de recherche dans votre catalogue. C'est assez logique. Donc là, la solution, c'est de se dire, si j'avais beaucoup de trafic pour acheter ce type de produit, et si je n'ai pas de mauvaises raisons de ne pas renouveler ces produits, parce que par exemple, vous risquez de les vendre à perte, etc., ça veut dire qu'il faut tout simplement trouver une solution pour les réintroduire dans votre catalogue. Alors, on me demande aussi régulièrement s'il vaut mieux renvoyer des 404 ou des 410. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Une page qui répond 404 indique que le serveur web n'a pas réussi à trouver la ressource correspondant à celle qui est demandée dans la requête. Bon, ok. Alors, ça n'indique pas si c'est un problème technique, un problème temporaire ou un problème qui correspond à une page qui était là et qui a disparu. Par contre, quand on dit 410, ça veut dire qu'on sait que cette ressource a existé. Donc, on est capable d'identifier la page qui est appelée dans l'URL et on sait que cette page n'est plus disponible. Donc, c'est une information beaucoup plus précise et donc Google ne la traite pas exactement de la même façon. Donc, normalement, il gère les 410 plus rapidement que les 404. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de quelques jours, 410 et 404 sont gérés exactement de la même façon. Donc, ça n'a pas une très grande importance de répondre 404 ou 410 pour le référencement. Alors, on me demande aussi souvent si toutes ces redirections que l'on fait dans le cadre de la gestion du catalogue, est-ce que ça ne pose pas des problèmes de référencement parce que ça fait perdre du PageRank. Alors, je rappelle quand même que ça fait des années et des années que ce n'est plus le cas.
Donc là, j'ai réaffiché le tweet de Gary Lis dans lequel il avait confirmé ça et qui date de juillet 2016. Mais c'est un comportement qui était encore antérieur à 2016. Donc là, maintenant, ça fait vraiment des années que tout ce qui est redirection 300 quelque chose ne fait plus perdre de PageRank, ça passe intégralement le PageRank. Et bien, du coup, ne vous préoccupez pas de ces problèmes d'efficacité des 301 pour passer le PageRank. Ça n'existe plus. Alors, il y a quand même des cas particuliers à prendre en compte. Que faire si le produit est simplement indisponible temporairement? Alors là, ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas en train de traiter le problème d'une page qui sort définitivement du catalogue. Là, on a juste un produit qui est donc en rupture de stock, mais qui va donner lieu à un réapprovisionnement possible et qui peut revenir dans une situation de disponibilité dans quelques jours. Alors là, il ne faut surtout pas faire disparaître la page du catalogue. Donc, il faut conserver l'URL, il faut que l'URL réponde 200. Par contre, il faut évidemment préciser que le produit est donc en rupture de stock. Il faut également faire attention à donc sortir il faut que la page ne permette plus la mise en panier. C'est effectivement quelque chose qui peut être une expérience utilisateur désagréable. Et on peut aller jusqu'à, comme sur cet exemple, proposer le fait de créer une alerte pour que vous soyez averti lorsque le produit sera à nouveau disponible. Donc là, voilà, donc ça c'est vraiment la chose à faire. On garde l'URL, l'URL continue à répondre 200. On indique bien le fait que le produit est sorti du stock, il est en rupture de stock. On propose éventuellement l'alerte email et puis lorsque le produit est à nouveau en stock, retour à la normale et on remet en route la possibilité de le mettre en panier. Voilà. Alors, si le temps de réapprovisionnement est long, on peut effectivement passer la page en non-index parce que ça finit par poser des problèmes d'UX. Voilà. Mais soyons clairs, cette recommandation, c'est une recommandation UX et qui pénalise le SEO. Mais c'est la meilleure solution à adopter malgré tout. Il n'y a pas que le SEO dans la vie. Alors, autre point à noter, il y a quelque chose qui a des conséquences néfastes sur le référencement, c'est de ne pas stabiliser la présence de vos pages listing produits sur votre site. Alors ça, c'est un problème qui concerne l'ensemble des sites marchands, mais on le verra un tout petit peu plus loin, en particulier les places de marché, les marketplaces, sur lesquels l'arrivée ou la sortie d'un marchand peut entraîner la disparition d'un grand nombre de produits sur différentes catégories. Et donc, le fait que certaines pages listing se retrouvent complètement vidées de produits à un instant T, pour ensuite revenir lorsque un nouveau marchand vient le remplacer. Donc là, ce qu'il faut éviter absolument, c'est que vos pages listing, qui tantôt ont des produits, tantôt n'en ont pas, clignotent entre guillemets, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation où parfois Google les voit, parfois Google ne les voit pas. C'est très très néfaste pour assurer un positionnement stable. Les indicateurs se recalculent sans arrêt pour ces pages-là et c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc là, pour éviter ce clignotement, ce qu'il faut faire, c'est que quand votre page listing finit par ne plus avoir de produits, eh bien, il faut la garder pendant un certain temps en ligne. Il faut qu'elle continue à renvoyer 200. Vous affichez des produits similaires. La page va rester dans l'arborescence. Donc là, évidemment, il ne faut pas créer de page orpheline avec ce truc-là. Par contre, évidemment, vous n'allez pas proposer dans des endroits liés au merchandising des liens qui pointent vers des pages qui sont en réalité vides. Donc là, ça veut dire que dans la plupart des liens de navigation, on va faire disparaître ces pages qui temporairement ne contiennent plus de produits. Et lorsque le produit revient, c'est retour à la normale.
Et si on est sur une page qui a qui est restée pendant plusieurs semaines sans produit et que la situation est toujours la même au bout de 2-3 semaines, et dans ce cas-là, on peut décider soit de la rediriger, soit de renvoyer une page 404. Mais c'est important de stabiliser votre catalogue au niveau des pages listing. Je ne parle pas des pages produits, mais vraiment des pages de listing produit, des pages de catégorie ou des pages de catégorie filtrées. Alors, si le stock d'un produit est définitivement épuisé, et bien dans ce cas-là, ça correspond à une sortie du catalogue. Hein. Donc là, ça veut dire qu'en termes de gestion de ces cas-là, on est dans le cas général des produits qui ne sont plus commercialisés. Alors, sur l'aspect disponibilité, je signale également que depuis cette année, les outils fournis par Google sont beaucoup plus fins dans l'analyse des situations de disponibilité. Et c'est vrai aussi pour les données produits que l'on peut mettre sous forme de données structurées. Donc là, tous les statuts sont disponibles. Donc je vous invite à faire attention à ça, à bien renseigner dans vos données structurées le bon statut de disponibilité, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir un produit qui est définitivement hors de stock, un produit qui est en commande de réapprovisionnement et qui n'est plus en fait disponible à l'achat, et puis la situation du cas dans lequel on va avoir un réapprovisionnement à coup sûr et où le site permet de passer une commande en sachant qu'il y aura un délai pendant lequel il va falloir attendre avant d'être livré. Donc toutes ces situations existent et plus vous êtes en mesure de le signaler à Google, soit pour le faire figurer dans le Google Merchant Center, soit dans les données structurées, plus votre visibilité risque d'être grande, parce que Google clairement favorise la mise en avant des pages sur lesquelles il y a ces informations de manière claire. Alors, on ne peut pas évoquer ces histoires de catalogue sans parler des pages dites marronniers, notamment des pages soldes. Donc, comment est-ce qu'on gère une page solde sur un site marchand? Il faut déjà s'assurer que l'URL reste la même d'une année sur l'autre, puisque chaque année, vous allez accumuler des backlinks sur les pages soldes, vous allez accumuler des indicateurs qui doivent être associés avec une URL qui ne change jamais. Par contre, le contenu des pages soldes doit changer drastiquement pour des raisons légales. Hein. Je rappelle qu'il ne faut pas faire semblant de proposer des produits en solde en dehors des périodes de solde. Donc, les produits en solde, ils apparaissent au début des soldes et ils disparaissent à la fin. En dehors des périodes de solde, cette page existe, mais elle n'est pas mise en avant sur le site. Elle est généralement dans les tréfonds de l'arborescence. Et puis, lorsque les soldes approchent, on la link depuis la page d'accueil pour la faire remonter dans les classements. Donc là, évidemment, comme ce n'est pas encore les soldes, on a souvent un contenu qui contient des formules comme bientôt les soldes, voilà les dates des soldes et à quel moment vous pourrez bénéficier de nos produits à des prix cassés, etc. Donc ça, c'est évidemment autorisé. Et si vous avez fait ça quelques semaines avant, vous avez toutes les chances d'avoir redonné du PageRank à votre page de solde. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier de tous les scores que vous avez accumulés depuis des années. Et en plus, une visibilité accrue grâce à la présence de votre lien sur la page d'accueil. Et donc, le jour du démarrage des soldes, vous allez pouvoir faire apparaître vos produits en solde. Donc voilà, donc ça, c'est vrai pour évidemment les pages soldes, mais à chaque fois que vous avez comme ça des produits qui subissent des ventes saisonnières, eh bien, vous pouvez garder la même approche. Donc, pensez que les scores des pages comme ça qui sont à mettre en avant chaque année, eh bien, ils mettent du temps à se calculer. Et à chaque fois que vous changez les URL, vous risquez d'avoir à attendre que les nouvelles URL accumulent ces nouveaux scores.
et ça veut dire que ça ne sera peut-être pas disponible entièrement. Peut-être que la page ne pourra pas exprimer totalement son potentiel le jour venu. Donc, c'est vraiment important de penser à garder les mêmes URL sur ces pages saisonnières d'une année sur l'autre. Alors, autre cas particulier à évoquer, le cas du catalogue qui change complètement, notamment en cas de passage d'un catalogue automne-hiver à un catalogue printemps-été. Alors, c'est pas optimal. Donc ça, on a souvent ça dans l'hiver de la mode. Mais bon, évidemment, c'est les habitudes, donc il faut faire avec. Donc là, on va avoir un changement en mode Big Bang, où toutes les URL changent d'un seul coup sur les pages produits, où on peut avoir également des catégories qui changent, puisqu'il y a des familles de produits qui apparaissent et des familles de produits qui disparaissent. Et pour arriver à faire indexer rapidement le nouveau catalogue et une nouvelle page, eh bien, il va falloir que Google le recrawl. Ça prend parfois du temps. Sur certains sites, on parle en semaines. Hein. Et ça veut dire qu'il faut aider déjà le recrawl des nouvelles pages avec un sitemap XML. Et pour réveiller un petit peu Google, pensez également à utiliser l'URL de ping pour que Google aille voir assez rapidement ce qu'il y a dans le sitemap. Parce que si ça fait 6 mois que vous lui présentez exactement les mêmes URL dans le sitemap, peut-être qu'il a décidé de les utiliser, ces sitemaps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ce qui n'est pas évidemment suffisant. Donc, pensez à pinguer Google lorsque vous changez beaucoup de choses dans un sitemap. Donc, ensuite, le problème dans ces cas-là, c'est que les redirections entre produits équivalents ne sont pas toujours faciles à faire. Donc, entre un catalogue automne-hiver et un catalogue printemps-été, il y a des types de produits qui changent massivement, donc ça veut dire que ça va être difficile de faire des redirections une à une. Donc là, dans beaucoup de cas, on va être obligé de faire plutôt des 404. Et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une situation optimale. Par contre, ce qu'il faut absolument penser dès le début, c'est à essayer de maintenir au moins les pages listing, donc les pages de catégorie, les pages de catégorie filtrées, avec des redirections one-to-one, parce qu'à chaque fois que vous allez pouvoir faire ça, à chaque fois, vous allez pouvoir garder une bonne partie du référencement. Alors, donc, il faut finir en donnant quelques indications sur les particularités des marketplaces, parce que c'est des structures de sites marchands qui sont un petit peu différentes. Donc déjà, il y a un niveau supplémentaire dans l'arborescence d'un catalogue de marketplace. Dans un site marchand normal, on a des pages de catégories qui donnent accès ensuite à des fiches produits. Dans une marketplace, on a donc un niveau qui donne des listes de produits, mais ensuite il y a un niveau qui propose donc le produit chez différents marchands. Donc ça fait un système qui est déjà un petit peu différent et ça a des conséquences. Alors surtout qu'il y a deux façons après de gérer ce niveau supplémentaire. Soit on a une offre marchand de référence qui devient en fait la fiche produit qui est listée dans la page listing par catégorie ou par page de catégorie filtrée. Ou alors, donc, il y a vraiment dans le modèle de données une notion de fiche produit qui agrège les données produits génériques, donc la description du produit, les images produits, et puis il y a les caractéristiques produits. Et derrière, en dessous, on a les différentes offres posées là-dessus. Donc, c'est les deux structures qu'on rencontre le plus dans les marketplaces. Du coup, c'est des particularités dont il faut tenir compte dans l'évolution des pages du site. Donc là, quand on a des marchands qui ne proposent plus une offre donnée, soyons clairs, on est obligé de faire une 404 sur les marketplaces généralement. C'est difficile de les renvoyer vers autre chose.
On peut évidemment les renvoyer avec une 301 vers la page produit. Ça, c'est évidemment tout à fait pertinent, à condition, encore une fois, que ça soit fait de manière chirurgicale pour que ça soit toujours vers la page produit, que ça soit renvoyé et pas vers les pages catégories. Par contre, ce qui va se passer avec les marketplaces, c'est que les pages listing peuvent avoir des inventaires de produits qui évoluent de manière extrêmement rapide. Donc, un jour, on peut avoir 0 produit, le lendemain, 300 au même endroit. Et donc, ça veut dire que le phénomène de clignotement dont je parlais tout à l'heure est tout à fait important pour les marketplaces. Donc, on a un catalogue qui bouge beaucoup plus, avec un cycle de vie des pages qui est accéléré. Donc ça veut dire que vous avez tout à fait intérêt à utiliser la méthode que j'ai indiquée tout à l'heure pour stabiliser le catalogue et avoir un contenu qui soit correctement analysable par Google. Parce que là, si vous avez un contenu qui évolue plus vite que le rythme de crawl de Google, vous allez avoir d'énormes pertes d'opportunités, en plus que le phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté pour Google de comprendre en fait comment calculer des scores sur des pages qui ont une durée de vie extrêmement courte. Donc voilà, alors ça c'était pour les marketplaces. Conclusion, en résumé, comment est-ce qu'on gère le cycle de vie d'un produit dans un catalogue? Déjà, faites attention, on va voir ce qu'il faut retenir pour préserver son SEO. Il faut déjà éviter de renvoyer des 404 sur des pages qui reçoivent des backlinks. Ces pages-là, on va chercher de préférence à les rediriger. Par contre, on peut évidemment pointer vers le produit équivalent. Ça, c'est la solution idéale. Donc, redirection one-to-one ou vers la catégorie pertinente. Toujours pareil, attention à la présence de rédaction massive qui génère des SOF 404. Et si vous ne savez pas identifier les produits équivalents ou les listes de produits pertinentes, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à renvoyer une page avec un code 404 ou un 410. Alors après, si vous voulez améliorer l'UX, vous avez la liberté de créer des Smart 404 qui vont proposer des listings produits, les produits de la catégorie, les produits associés, les produits similaires, et ce qui permettra de garder des pages qui convertissent, même lorsque l'internaute qui a trouvé une page dans Google atterrit sur quelque chose qui est plus disponible et qui est en réalité une page avec un code 404. Donc là, on peut être un minimum malin et permettre les conversions sur ces phases temporaires pendant lesquelles la page qui renvoie 404 depuis un jour est toujours indexée. Et ensuite, c'est important de maintenir actives les pages listing produits qui captent du trafic SEO pour éviter le phénomène de clignotement. Il faut qu'elles restent crawlables et indexables, et c'est d'autant plus vrai s'il s'agit donc d'une marketplace.